Attends. On démarrer l'enregistrement. Ouais, c'est bon. Ouais, bienvenue au MUG à nouveau. On est bien content de tous vous avoir ici. Donc merci de venir aussi nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a encore pas battu le record de Sandro, mais on a pas mal de gens. Il faut croire qu'Emilia et Florent sont super populaires. Merci à nos sponsors. Du coup, on a Viséo et Open qui sont nos sponsors annuels, qui nous permettent de notamment faire venir des gens d'autres villes de France ou même d'Europe, avec Sandro le mois dernier. Et évidemment, aussi, on remercie aussi Scienfu pour cette belle salle. C'est bien pratique d'avoir une salle comme ça tous les mois, ça fait un souci de moins d'organisation. Merci à eux. Quelques news, comme d'habitude, de la communauté. Alors, au niveau du MUG, on va sûrement passer sur Meetup. Je vais faire juste un petit sondage. Combien de vous sont déjà inscrits pour un compte sur Meetup? Les autres, ça vous embêtera de créer un compte sur Meetup pour pouvoir vous enregistrer? Du coup, on travaille à Eventbrite, on utilise un Meetup pour des simplicités d'organisation. On voit aussi que pas mal de communautés sur Lyon sont sur Meetup, donc ça permet éventuellement d'avoir des croisements. On avertit les autres communautés qu'on est sur Meetup, c'est pas mal. On voulait aussi, on a fait un petit point lors de l'AG, on a 40 cotisations enregistrées sur les 2 années passées, ce qui est pas mal. Merci, vous pouvez continuer à renouveler évidemment la cotisation annuelle. Elle n'est pas du tout obligatoire, mais ça permet de faire un petit soutien pour les apéros qu'on fait juste après, ou pour participer à l'effort général pour faire venir quelqu'un. 40 cotisations, ça permet de faire venir quelqu'un, par exemple. Ça permet de faire une session, de financer une session. Bon, on a un beau programme à venir, a priori, c'est en train de se finaliser pour novembre et janvier. En décembre, on fera comme d'habitude sûrement juste un afterwork. Il y aura vraiment beaucoup de monde présent. Donc, du coup, on fait simple. On voulait ligner la nouvelle communauté. Oui. Pour continuer à renouveler les cotisations, Alors, il suffit de venir voir un des membres du collectif. Donc, ouais, tu peux venir me voir. C'est 5 € en gros pour une année licente. Oui, c'est vrai, je n'ai pas donné donc, on voulait souligner une nouvelle communauté à Lyon Data Science. Ça fait pas mal de bruit, il y a beaucoup de monde apparemment. En gros, ils parlent Big Data et Machine Learning. C'est beaucoup de mots buzz, mais il y a des gens qui essaient de faire des choses concrètes, donc c'est tant mieux. On voulait aussi souligner, je ne sais pas si vous connaissez tous Slack, ça permet de faire des discussions groupées. Donc il y a un Slack pour le Lyon Tech Hub, qui regroupe toutes les communautés lyonnaises, a été créé. Et donc du coup, vous pouvez rejoindre le Lyon Tech Hub, le Slack du Lyon Tech Hub, à cette adresse-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être la mettra ici. Ouais, bon, on pourra la tweeter effectivement. Je vais faire ça juste après. Donc voilà, du coup, ça permet de discuter. J'ai un peu du mal à suivre, mais on peut passer notre journée là-dessus. Il y a tellement de discussions. Il y a énormément de groupes qui sont représentés. Enfin, à peu près tous les groupes de Lyon Tech Hub. Tout le monde connaît le Lyon Tech Hub. Alors, on parlait un petit peu ici. Je parle des événements à venir. Là, j'ai ouvert le calendrier Google, donc le lien est en bas, pareil, lyonTechHub.org. Vous avez un calendrier Google qui est partagé sur cette page, la description des différentes communautés. Il y en a à peu près 25 enregistrées. Elles ne sont pas 25 actives à fond, mais une bonne partie qui fait au moins un événement par mois. Donc là, par exemple, le prochain, si vous voulez faire ce que je vais vous montrer ce soir, Florent et Emilien, vous pourrez déjà venir le 27, parce que le 27 c'est déjà complet. Mais si ça vous, s'il y a même une liste d'attente et tout, enfin, vraiment un gros succès sur le CQRS et le sourcing, je sais pas, on a peut-être buzz en ce moment, peut-être qu'on en parle trop, je sais pas. Du coup, si vraiment vous avez envie, vous n'avez qu'à pas me tweeter pour me trouver et me dire que je peux en faire d'autres. Dans ces cas-là, si on voit qu'il y en a plein qui ont envie on va faire un autre, on en organisera un autre, peut-être un petit peu plus tard. Le 28, on a le Python, le groupe Python de Lyon qui fait
Et après, bon, Apéro, PHP, Keras, Slug, tout ça, on ne sait pas encore ce qu'ils font. Le Slug, on a peut-être Jean qui peut nous dire comment il est un peu. Si. Mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Bon. Le PC n'a pas bougé, hein, donc je ne sais pas si vous voyez bien avec la PC devant vous. Le 14-11, on a un Global Day of Code Retreat, je ne sais pas s'il reste des places. Il reste encore des places, mais attendez pas le dernier moment. Voilà. Donc c'est un samedi, toute une journée au code. On fait des petits exercices qu'on répète en se mettant des contraintes pour s'améliorer. Voilà, c'est un samedi entier, c'est plutôt sympa en général, 20-30, c'est vraiment sympa. Il y a quelque chose, je crois, qui se prépare pour le Software Craftsmanship le 9 ou le 10 aussi, mais ce n'était pas encore dans le calendrier, c'est vraiment tout neuf aujourd'hui. Donc il y a un groupe Software Craftsmanship qui devrait faire quelque chose aussi début novembre, vous voyez, vous avez de quoi vous occuper. Donc suivez ce calendrier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ajouté à mon Google et à chaque fois que qu'il y a quelque chose à rajouter, j'ai demandé à avoir une alerte. Ça vient aussi dans mon mail. Et je sais plus ce qu'il y a à rajouter. Le token, ça va, ça ne pourrit pas trop vos mails. Donc n'hésitez pas. Alors on voulait lancer un petit avis de recherche aussi pour diversifier un petit peu nos sessions. Parce que du coup, on tourne un peu toujours avec soit entre ceux qui organisent le MUG. Donc là, on a Florent Julien aujourd'hui, organisateur, qui va faire la session. L'année dernière, on a eu 2-3 sessions pareilles qui étaient faites par des gens, des organisateurs du MUG. Si on pouvait avoir d'autres personnes, l'année dernière, on a eu Greg qui nous avait fait une présentation. Il ne faut pas hésiter. Essayez de proposer. Si vous êtes timide, impressionné, vous dites oh, non, mais de toute façon, j'y arriverai jamais, il faut commencer un jour. Hein. Nous, on a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut se lancer, même si on sent, on a l'impression qu'on va pas être bon, quand même essayer. Vous pouvez essayer sur les présentations plus courtes. Donc on est ouvert aussi à dire, par exemple, si on a par exemple 3 personnes qui veulent bien présenter des sessions de 10 minutes, on doit peut-être faire des sessions de 10 minutes, ou des sessions d'un quart d'heure, peu importe en fait le format. L'idée ce serait de pouvoir un peu se lancer. C'est peut-être moins impressionnant sur les petites sessions. Ou des sessions de 30 minutes, on en fait 2 dans une soirée, ça peut aller aussi. Il y a une autre possibilité, c'est de binômer. Donc éventuellement, s'il y a un sujet qui vous intéresse, dont vous aimeriez parler, vous pouvez en voir avec quelqu'un d'autre, peut-être un petit peu plus expérimenté. Vous pouvez éventuellement venir voir parmi les gens qui organisent le MUG, qui font déjà des sessions, peut-être qu'ils peuvent vous aider en binôme, faire ça avec vous. Pourquoi pas, c'est aussi une façon de se lancer. C'est un peu moins intimidant d'être à 2 sur scène. Donc voilà, du coup, je vous souhaite une bonne conférence avec Florent et Emilien, qui vont nous présenter l'agilité par le code avec CQRS et Sourcing en live coding. J'espère que ce sera plus simple que la théorie de tout, n'importe quoi. À vous. Merci. Bonsoir. T'arrives pile au bon moment, t'as raté la partie chiante. On va commencer la phase. Ah bah merci. C'est pas toi qui es plus chiant, c'est pas trop. C'était mes slides. Bon, donc ce soir on va vous parler d'agilité par le code avec CQRS et Event Sourcing. Alors moi effectivement je trouve ça assez rigolo parce que souvent on essaye d'aborder ces sujets-là mais de façon plus philosophique, je sais pas comment le dire, mais pas trop technique justement parce qu'il y a plein de choses intéressantes avant d'arriver à CQRS et Event Sourcing qui sont vraiment des solutions techniques et pas des choses dans lesquelles il faut se jeter les 2 pieds en avant sans comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Mais du coup, effectivement, quand on rajoute CQRS et Event Sourcing dans le titre, on a beaucoup plus de monde qui vient. Du coup, c'est pas grave, on va le faire dans l'autre sens. On va parler de CQRS et de Event Sourcing, on va vous montrer concrètement comment le faire. Et à partir de là, on va essayer d'ouvrir les horizons sur finalement qu'est-ce qui fait que c'est vraiment intéressant de faire ce type d'implémentation et dans quel cas c'est vraiment intéressant de faire ce type d'implémentation. Donc ce soir, on a Florent qui va coder en live. Donc voilà, en gros, lui, il sait coder, et moi, je vais juste faire le commentateur, et on va essayer ensemble de vous montrer une implémentation Event Sourcing et CQRS, donc en moins d'1 heure. Mais on veut vraiment vous prouver les concepts par le code, en C#. Alors, je sais pas, il y en a qui ne codent pas du tout en C# dans la salle. Voilà, bienvenue quand même. Alors, donc évidemment, c'est très proche du Java, tout ça, les principes sont les mêmes. C'est vraiment
si vous avez des questions, des trucs qui vous bloquent un peu, n'hésitez pas. Mais même sur le concept, on va vraiment essayer dans un échange de coder ensemble en fait. Donc s'il y a des trucs, nous on va proposer des implémentations. Si vous n'êtes vraiment pas d'accord ou vous vous dites franchement là c'est n'importe quoi, personne ne codera jamais comme ça ressemble à rien, il ne faut pas hésiter à en discuter. Voilà, si c'est trop long de toute façon on coupera, mais le but c'est vraiment d'échanger et de vous montrer comment y aller pas après pas. Et si vous avez vraiment des questions, pas hésiter à nous arrêter. Donc même si on va parler de CQRS et de event sourcing, on se sent dans l'obligation de donner le point de départ, en tout cas le nôtre, de ne pas tomber dans CQRS et event sourcing d'un coup. On est surtout parti du domaine driven design, donc rien que ça mériterait toute une conf, mais en général c'est moins sexy les confs sur le domaine driven design, donc on trouve des biais pour en parler. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de concepts dont on va vous parler ce soir qui viennent de ce bouquin-là. Donc, alors comme l'a dit Sandro, il est très chiant, mais en fait, il vaut quand même le coup. C'est ça qui est assez contre-intuitif. Mais en tout cas, du coup, s'il y a des trucs vraiment qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Et surtout après, pendant l'apéro, si vous voulez parler de DDD et de qu'est-ce qui était DDD dans la presse de ce soir, ce sera avec plaisir. Une autre chose d'importante, c'est que quand on veut faire des implémentations orientées événements, c'est un petit peu compliqué de se reposer sur des outils et sur des méthodes existantes, parce qu'en fait, c'est assez peu adapté finalement. On peut le faire, hein, mais nous, en tout cas, on essaye de travailler pas mal avec cette méthode qui s'appelle l'event storming, qui est proposée par Alberto Brandolini. On fait aussi des présentations dessus. Voilà, là, pour le coup, c'est un peu plus sur le côté agile, c'est comment on peut imaginer un projet, comment est-ce qu'on peut vraiment driver l'implémentation de son logiciel par les événements. Ce qui est super intéressant avec ce type d'approche, c'est que dès la conception, vous allez réfléchir en événements, et, à la fois avec le métier et à la fois avec les gens techniques. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tous les échanges, toutes les compréhensions, tout sera basé sur l'événementiel, sur l'enchaînement de flux. Et là aussi, ça mériterait une conf entière, mais en fait, ça va vraiment ça va donner une meilleure compréhension du métier, une meilleure compréhension entre le métier et les développeurs. Bref, faisons comme si on était tous vachement calés sur DDD et qu'il y ait plein de trucs dedans qui nous intéressent, et qu'on ait passé une demi-journée ou une journée à en se disant, aujourd'hui, ce soir, les gars, on refait Twitter. Mais on va pas l'appeler Twitter, parce que sinon, on va avoir du mal à prendre la part de marché. On va plutôt l'appeler Mixter. D'ailleurs, on aurait pu l'appeler autrement, du coup. Mais c'est pas grave. Il s'appelle Mixter, parce qu'il a été initialement présenté au Mixit, et puis il sera peut-être présenté l'année prochaine, du coup, voilà, il ne change pas de nom entre-temps. Ce qui est intéressant avec l'event storming, c'est qu'on arrive à ce genre de modèle, et je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de comment on y arrive, et ni de exactement quelles sont toutes les interactions dans le bordel qu'il y a là. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on n'est parti que des événements, on a discuté des événements entre nous. Ça, c'est un vrai event storming qu'on a fait, hein, en se disant qu'on pouvait refaire Twitter. Bon, vous n'étiez pas là, mais on pensait quand même à vous. Et on a vraiment essayé de reproduire tout le flux, tout ce qui nous permet de dire un message. D'abord, il est créé, et puis après, il y a des followers qui sont notifiés, et puis il y a aussi une notion de connexion, et tout ça, et tout ça. Alors, en fait, ça ne sert à rien de trop regarder, parce que, évidemment, en une heure, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Nous, on va vraiment se concentrer sur le truc central. A priori, le truc central dans un système de microblogging comme Twitter, c'est être capable de publier des messages. Donc, ce qu'on va vous proposer dans l'espace d'une heure, c'est d'être capable de publier un message dans une timeline. Et ce qu'on va vous montrer, c'est qu'en faisant ça, on va appliquer à la fois des concepts d'event sourcing et de CQRS. Pas de questions? C'est parfait, on peut y aller. Donc, il faut que je retrouve tout l'écran. On a une première idée, c'est qu'on ne va pas parler de tweeter des messages ou de publier des messages, on va parler de quacker des messages. Mais ça, c'est purement c'est notre choix, il ne faut pas trop que ça vous étonne. Voilà, on a pu dire message.tweet, message.publish, nous on dit message.quack pour que ce soit moins ambigu par rapport à d'autres termes qu'on va utiliser après. C'est tout. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de partir d'un message, et Florent va coder le fait que on est capable, à partir d'un message, de quacker un message. Et là, en fait, on va déjà, petit à petit, sans trop vous le dire, parler d'event sourcing, et on va essayer de le démontrer autour de la classe message. Ce qui est hyper important dans un système événementiel, d'un point de vue
micro-architecture. En fait, vraiment, à l'échelle de la classe, ce qui est hyper important, c'est qu'on trace tous les événements qui sont importants et qui sont émis par cette classe. Donc, dans un premier temps, on peut se contenter de dire, si jamais on fait un message.quack, il faut que, d'une façon ou d'une autre, mon système sache qu'il y a un événement du type message quack qui a été émis. Et il faut qu'il soit capable de le stocker. Donc, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est d'écrire un test qui dit message should rise message quack when quack message. Donc là, on reconnaît déjà qu'ici, on est au message quack, on est au passé, parce que c'est vraiment un événement. Et là, par contre, on est au présent, quack message, parce qu'on veut envoyer une commande dans notre message. C'est parti? Bah, déjà, alors, j'ai déjà essayé de faire compiler. Donc, je vais créer une classe message. Je vais créer l'événement. Voilà. Donc, l'ID, je vais exposer la valeur. Là, c'est un content. On voit pas ton écran. Pardon. Comment ça se fait qu'on n'ait pas tout ton écran? Ouais, parce que ça va dimensionner ça. Si je fais full screen, je vais reperdre la main, c'est ça? Non, non, c'est sur ton truc, en fait, je peux pas faire full screen. Et si je fais ça? Allez, concentre-toi un peu. Bon, j'ai créé juste l'événement. Je vais mettre un setter. Du coup, si ça sort à l'écran, bah, c'était pas C'est bien. bon, par contre, c'est un petit peu là. Donc, voilà. Il me reste à rajouter cette méthode pour que ça compile. Donc, je passe un setter, un content. Et là, ça doit compiler. Parce que, du coup, il faut que je retourne un ID. Donc, le ID, on va faire un JVID. On va aller simple. Donc, déjà là, ça va compiler. Là, vous voyez les carrés rouges. Donc, ça, c'est Ncrunch qui fait. Et ça indique du coup, que les tests sont passés. Donc, pour ça passe, bah, déjà ça, je vais mettre dans une variable ID. Et je vais rajouter un événement dans mon store. Message, quack. Donc cet event store, il a l'air un peu magique comme ça, mais en fait, c'est simplement, il s'est dit, bah, moi, dans mon système, ce qui va me permettre de tracer tous les événements qui passent par ma classe, c'est un event store qui est juste une liste d'objets, en fait, tout simplement. Donc là, tout est vert, donc c'est bon, ça marche. Classe. Bon, des trucs qui vous surprennent déjà jusque-là, enfin ça oui, j'imagine. Plutôt est-ce que des trucs que vous n'auriez pas du tout compris? Alors, je ne vais pas dire comme ça, parce que sinon personne ne... Des trucs qui vous étonnent? Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Donc là, jusque-là, on a juste quacké un message. Très bien. C'est un truc intéressant. Mais bon, jusque-là, on n'a rien démontré en termes d'event sourcing, si ce n'est que quand on a lancé notre commande, il y a un événement qui a été stocké quelque part. Donc maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est proposer par exemple de supprimer un message. Parce qu'en général, il y a des petites décisions à prendre autour de la suppression d'un message. Notamment, bah déjà, il faut que le message il existe pour le supprimer. Et puis après, en général, on ne peut pas le supprimer 2 fois. Ni 3 fois, ni... Bref, il faut le supprimer qu'une fois, c'est peut-être mieux quand même. Donc, message should rise, message deleted, when, delete message. Donc là, on retrouve le côté, on a un événement au passé, une commande au présent. Donc, je vais créer une instance de message. Alors, je vais faire message delete. Je passe mon event store. Et ce que j'aimerais, c'est que mon event store contient du coup message des types. Allez, contient mon ID. Je vais créer déjà l'ID. Donc c'était une chaîne de caractères. C'est ça, on va dire. Je vais créer mon événement. Voilà. Et
Ça ne me pas. Petit point virgule. Je vais rajouter la méthode delete. Voilà. Et donc là, on a envie de mettre dans notre dans le Donc, store. Du coup, là, bon, ça passe au vert. Ouais, c'est encore. Point barre. Voilà, ouais, mais je ne peux pas tellement le décaler non plus. Et donc là, je vais rajouter message deleting. Par contre, là, j'ai un problème. Où je Ah. récupère mon ID. Et ouais, parce que là, en fait, comme on n'a pas du tout d'état dans notre objet, pour l'instant, on est emmerdé forcément, parce qu'à un moment donné, on a créé un message, avec ça a généré un ID, mais au moment de le supprimer, on est bien incapable de savoir quel est l'ID en question. Comment résoudre ce problème? En event sourcing si possible, sinon ils vont rien apprendre. Ben, on peut peut-être se passer justement les événements passés de messages qui connaissent son historique. Je peux peut-être passer dans le constructeur. Du coup, vu qu'il a été publié, le quoique, je vais passer l'événement quoique. Avec l'ID. Donc là, si vous avez l'habitude de faire de la programmation orientée objet, très souvent, ce qu'on injecte dans le constructeur, c'est l'état de notre objet en fait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se sert de cet état pour prendre des décisions. Et bien là, tout ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de s'injecter cet état, on s'injecte les événements importants qui ont eu lieu autour de cette classe. Donc la classe message, à un moment donné, elle a eu un message quoique. Donc dans son constructeur, on lui dit, tu as un message qui a été quoique. Et là, je vais en profiter, comme j'ai ce message, de stocker l'ID, qui va me permettre d'alimenter ici mon ID. Donc ça compile pas tout le vert. message. Parce qu'il a besoin d'un contenu, c'est mieux pour un message. Et donc ça passe au vert. Oui, tout à fait. Donc je n'avais pas suivi où tu avais remis ton ID. Donc oui, là on a vraiment injecté le fait que le message a été bloqué dans notre classe, d'où l'event sourcing, parce que du coup, notre source de vérité, ce qui nous permet de définir l'état de notre objet et donc de prendre nos décisions, c'est les événements qu'on lui injecte dans le constructeur. Mais ça va sans doute encore plus vous parler, parce que là je sens déjà que ça y est, vous avez tout compris. Mais si on essaye de faire un second delete, vous allez voir qu'il va se passer un truc intéressant sur la façon dont on injecte nos événements. Donc on peut écrire un second test qui dit not rise message deleted when delete a deleted message. Parce que s'il est déjà supprimé, justement, on ne veut surtout pas que notre objet prenne la décision et informe le reste du système qu'un message a été supprimé. Ça pourrait avoir des effets derrière qui ne nous arrangent pas du tout. Donc je vais passer tout son historique. Donc, hello. Je vais passer message. Il va pas là. Ah ouais. C'est pas grave, on va travailler. Ah, nickel. Donc, il a dit quelque chose de super important, justement, on lui repasse tout son historique. Maintenant, son historique, c'est qu'il y a eu 2 événements, et ben on lui les remet dans le constructeur. Master. Et là, je vais attendre que du coup, mon master soit libre. Donc là, ça doit pas compiler. Parce que... Donc pour l'instant, je vais faire compiler. Pas forcément. Donc pour faire, là, du coup, je vais changer la signature pour avoir une liste d'événements. Et pour cette liste d'événements, je vais réagir pour stocker l'information. Donc je vais faire un apply de mon événement. Et je vais créer une méthode pour chaque. Donc j'ai le message login, que je vais toujours stocker mon ID. Et je vais créer une autre méthode pour le message deleting. Je vais m'en servir juste pour stocker un file. Voilà.
Là, on va faire bosser un peu le runtime pour aller plus vite. Donc le dynamique, ça va jamais faire à la maison, hein, on est tous d'accord. Donc voilà, donc déjà ça compile. Et donc pour faire passer au vert, ben, en gros il faut juste, quand je mon fly deleted, je fasse ça. On prend la décision en fonction de notre état. On a pu recalculer. Bim, tout vert. Et alors là, croyez-le ou pas, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'event sourcing. Donc on va insister sur 2-3 points importants, mais en gros, vous avez une classe message. Reviens au niveau du constructeur de message si tu veux. Elle prend une liste d'événements, qui est vraiment l'histoire qui est arrivée à cette classe. On a ici un concept super important en event sourcing, qui est la boucle de rétroaction d'événements sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est capable de jouer les événements du passé sur nous-mêmes pour retrouver notre état actuel pour prendre les prochaines décisions. Donc, le apply dans un for each, dans un constructeur, c'est le truc que vous avez quasiment retrouvé dans tous les systèmes event sourcés, en tout cas orientés objet. Après, en fonctionnel, on peut avoir d'autres approches. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il faut être capable de déterminer notre nouvel état. À chaque fois qu'on fait un apply, en fait, on revient un pas plus loin dans le temps. On avance petit à petit. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on parle souvent du système de login qu'on a gratuitement avec l'event sourcing, parce que du coup, ces événements, on peut imaginer qu'ils sont stockés dans une base ou n'importe où, et donc on est capable de remettre le système dans un état, vraiment dans l'état qu'on veut, dans le temps. Si on rejoue que la moitié des événements, enfin on va plutôt rejouer tous les événements jusqu'à une certaine date, et ben on va remettre la classe message dans l'état où elle était le 14 novembre. Alors ça peut durer dans le passé, mais 14 novembre 2014. Est-ce que déjà par rapport à ça, vous avez 2-3 questions? Parce qu'après, on va essayer de faire un peu de refacto pour que ce soit plus sexy. Ouais. Parce que là je suis en train de coder et je suis en train de pleurer sur certains trucs. Dans cette boucle avec les flags, on met des événements, enfin, il y a des conditions qui dépendent de l'étape précédente. J'ai peur que du coup, le fait d'appliquer ton événement va dépendre d'un événement précédent. Voilà, je fais ça, si avant j'ai eu ça, je fais ça, mais si avant Ah, j'ai eu ça, est-ce que là, du coup, le cas de dire je ne voudrais pas essayer d'appliquer un message deleted avant qu'il y ait eu un message quact qui a été fait, ça rentre dans ce cadre-là ou... En gros, s'il n'y a pas eu de message quact, mon message n'existe pas. Donc si je reçois un événement message deleted avant d'avoir eu un message quact, effectivement, c'est qu'il y a un problème de logique. Ouais, voilà, on va jamais trop de problème avec les événements sont toujours bien indépendants. Alors, en fait, les événements, c'est des décisions que tu as déjà prises. Donc du coup, elles ont été prises, c'est un fait acté, tu fais que les appliquer en fait. Tu fais juste, en fait, on va projeter juste des données qui sont incluses dans les événements, il n'y a aucune logique. C'est sur apply, on fait juste citer des trucs qui nous permettent de nous faciliter de prendre des informations. Par exemple, là, le contenu du message, il ne sert pas pour la décision, on ne l'a pas stocké. En gros, ce qui est hyper intéressant là, dans ton enchaînement d'événements, c'est qu'effectivement, tu vas être capable de détecter des problèmes, mais qu'avant, tu aurais quand même eu. Sauf qu'au lieu d'être capable de les détecter au niveau de ton enchaînement de messages, tu te serais retrouvé dans un état instable et il aurait fallu que tu devines et que tu comprennes à travers tes fichiers log pourquoi tu es arrivé dans cet état-là. Tu vois, en fait, la question à se poser, c'est toujours, par rapport à un système classique, qu'est-ce que c'est l'alternative, quoi. Et aujourd'hui, ça aurait été ça. Si tu te retrouves si à un moment donné, dans ton système, on essaye de supprimer un message qui n'existe pas, de toute façon, il y a un problème. Finalement, ce que t'apporte l'event sourcing, c'est une possibilité de le tracer, éventuellement de le gérer. Là, effectivement, dans ton for each, tu peux, ou même dans ton appel, tu peux t'amuser à rajouter au minimum des warnings ou des logs pour dire, bah, ça aurait pas dû arriver. Mais en tout cas, tu vas garder l'historique. Et ce qui est super important, c'est que puisque c'est arrivé, en tout cas, on ne peut pas faire comme si c'était jamais arrivé. On peut rajouter effectivement du comportement pour dire c'est pas grave, en fait, on peut quand même le gérer différemment, mais on ne peut pas faire comme si c'était pas arrivé. Autre chose? Nickel. Bon, du coup, j'aimerais bien lire les objets. Voilà. Je vais typer un peu. Donc, je vais faire déjà une interface. Ça dépend en JavaScript. Hein. Donc, id de mon event. Je vais taguer mes événements. Le premier, le deuxième. Je vais virer tous mes objets. Voilà.
Effectivement, en termes d'objet, on a quelque chose qui a un peu plus de gueule. Quand on a une liste de e-domain events, c'est assez explicite que c'est un historique de tout ce qui s'est passé dans notre système. Voilà, donc forcément, ça ne complique pas parce que on va ça de faire. Hop. Et là, ça complique. C'est tout vert. Pourquoi vous utilisez les structs pour les événements? C'est pour faciliter la comparaison. Parce que du coup, implicitement dans le langage, deux objets sont égaux si les propriétés ont la même valeur. Voilà, donc là, on tombe un peu sur des limites du langage. En fait, on est passé sur des structs juste pour aller plus vite sur les tests, mais on aurait aussi bien pu faire des classes qui implémentent le equalable. Et du coup, à chaque event, il aurait fallu implémenter le equalable. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a l'avantage aussi qu'une struct ne peut pas être liée donc comment toujours un état défini. Il y a de gros inconvénients. Voilà. Dans le langage, du coup, ça tolère le constructeur par défaut. On peut pas le faire. Bref, voilà. Sur les implémentations techniques et les choix techniques, là c'est vraiment un exemple. De toute façon, il y a plein de façons de le faire. C'est plutôt les concepts qui sont intéressants. Mais effectivement, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est que ce soit comparable. Bon, par contre, par rapport à tout ce qu'on a dit conceptuellement, il y a encore un truc super dérangeant. Bah ouais, parce que là, on passe les master, donc du coup, à la limite, delete, on peut réécrire l'histoire. Donc ça me dérange un peu. Donc je préférerais un peu l'encapsuler. Donc on va créer une classe pour encapsuler la collection. Donc i event store. Qui a une méthode qui prend un domaine event. Et pour les tests, on va créer une implémentation basique, memory event store, qui implémente cette interface Avec la liste. et qui va remplir bêtement une liste. Donc là, en termes de single responsibility principle, on vient de dire quelque chose de super important, c'est-à-dire que cette bête liste qui semblait très bien faire le job parce qu'elle était capable finalement de stocker les événements, on s'est dit, ouais, mais en fait, la responsabilité qu'elle a, c'est de transporter l'historique de notre application. Est-ce qu'on veut vraiment laisser ça dans une liste, avec toutes les possibilités qu'il y a sur une liste, effectivement, de delete, n'importe qui peut ajouter n'importe quoi, n'importe comment. On peut le réordonner, enfin bref, ça ne nous arrange pas du tout si les gens font n'importe quoi avec l'histoire de notre logiciel. Donc la responsabilité de gérer l'historique de notre logiciel, on préfère dire, c'est dans une classe qu'on appelle Event Store, mais une fois de plus c'est une question de choix, c'est juste que ça me semble logique de dire qu'une classe qui stocke des événements, ça s'appelle Event Store. Et surtout on limite là en termes de possibilités pour le client, parce que maintenant tout ce qu'il peut faire c'est un point add. Il ne peut plus du tout toucher à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc j'ai remplacé mes listes par l'interface. Dans mes tests, je vais faire un petit cast. Il faut que je récupère sur ma liste que j'expose. Et donc là, ça compile et ça va passer au web. Voilà. Même déjà d'ailleurs. Bon, par rapport à ces mini refacto, des questions, des observations, des remarques? Ouais, donc là, du coup, pour pouvoir tester, on est obligé d'exposer la liste. C'est une très bonne remarque. Justement, j'ai failli la faire, mais là, en fait, très clairement, d'ailleurs, il a dit pour mes tests, du coup, je vais créer un event store qui expose la liste. Parce que là, ça nous arrange, mais on aurait pu le faire autrement. On pourrait s'amuser à le faire avec des modes, par exemple, vérifier qu'on a bien appelé le add sur notre event store de la bonne façon. Voilà, là, c'est parce que le refacto nous a amené là. C'est pas du tout une obligation. Là, on a pris l'option d'un stub pour accéder à notre liste d'événements. C'est vrai que c'est assez pratique, par contre, en termes de test. Voilà, on n'a pas envie que n'importe qui le fasse, mais en termes de test, savoir ce qui s'est passé dans mon histoire et même potentiellement être capable de le modifier à la volée pendant mon test, ça peut être super pratique. Et là, je code dans un seul fichier pour faciliter, mais il faut bien prendre conscience que mon domaine, mon message, je connais que l'interface. Et donc, il n'y a pas de, j'expose pas la liste de mon interface. La memory et l'histoire, il fait partie. Code du test fait peur. Ouais. Exactement, ouais, c'est mieux résumé. Donc c'est clair que c'est hors de question de faire ce genre d'implémentation sur du code de prod. En prod, même si c'est in memory, ça n'exposera pas la liste et la plupart du temps, ce ne sera pas in memory. Ok, quelque chose d'autre? Ouais. Si tu fais point d'élite, ça bug.
Bah après, du coup, c'est suivant ton implémentation. Dans Delete, tu peux appliquer sur toi-même et aussi le rajouter dans le store. Exactement. En fait, là, on va commencer à se poser des questions super intéressantes, vous allez voir, en termes de responsabilité, qui est quand on m'applique une commande, est-ce que je dois modifier mon propre état? Dans ce cas-là, je suis obligé de faire un apply. Ou est-ce que ça intéresse que des gens à l'extérieur? Et moi, ça ne m'impacte pas directement. Et dans ce cas, je vais juste publier dans le store, stocker dans ce store, pour les gens que ça intéresse. Et là, en termes de responsabilité, une fois de plus, on va très très loin en termes de séparation et on se pose vraiment la question de qui doit faire quoi. Donc le apply, ça veut dire que la commande qu'on m'a demandé m'impacte bien et que je dois modifier mon état. Sur le isDelete, sur le delete, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est une bonne remarque, on pourrait écrire le test du delete x2 et montrer qu'il y a un problème. Mais on ne va pas le faire tout de suite, parce qu'on n'a pas trop le temps. D'autres remarques sur la partie event sourcing? Ça roule? Bon. Donc bah maintenant, avec tes événements, c'est bien gentil, mais moi, je veux afficher quelque chose. C'est ce qu'on me dit toujours, évidemment. Donc effectivement, on est content, on est capable de stocker des événements, sauf qu'à un moment donné, les gens ils veulent afficher des données, en fait. Beaucoup plus que stocker des événements, d'ailleurs. Beaucoup plus que prendre des décisions, en fait, ce qu'ils veulent, c'est récupérer des informations dans leur système. Et donc là, petit à petit, on va glisser vers le CQRS, mais sans trop vous le dire non plus, en disant que, par exemple, à partir d'un exemple, enfin vachement bien, on pourrait vouloir une timeline qui, du coup, ne fait que de l'affichage, de messages. D'accord, la timeline Twitter, elle fait que afficher les messages. Donc dans un système événementiel, ce qu'on va demander à un objet qui fait de l'affichage pur, c'est simplement d'être capable de gérer les événements qui ont eu lieu en amont dans le système. Donc, ce qu'on vient de dire implicitement, c'est qu'il y a une décision à un moment qui a été prise, une commande qui a été appliquée dans mon système, une décision qui a été prise de lancer un événement ou pas. Et à partir du moment où cet événement est rentré dans le système, il n'y a plus de questions à se poser. L'événement, il est là, c'est arrivé, donc tout le monde peut se mettre à jour en disant « Oui, un message a été quacké, donc je peux rajouter ce message dans ma timeline. » La décision de savoir si ce message il était valide, s'il avait assez de caractères, si voilà, toutes les questions liées à la commande ont vraiment été prises en amont. La timeline, tout ce qu'elle a à faire, c'est dire « Je me rajoute un message quand je reçois un événement de type message quack. » Donc là, j'ai créé la classe timeline, là, je passe l'événement, le message dit, hello, et ce que j'attends, c'est que ma timeline a un message de plus. Donc là, on va aller quelque chose de basique, ça dispose une propriété, et ça va contenir un timeline message avec le contenu. Donc, je vais créer la classe. Pareil, je vais exposer. Ouf, arrête. Là, je vais créer ma timeline avec une méthode handle qui prend l'événement et je vais exposer ma liste. Un message. Et je l'initialise. Voilà. Donc là, forcément, c'est rouge. Et donc là, j'ai juste... la logique est très simple, parce que justement, les décisions sont déjà prises. Donc je fais que appliquer. Et donc, je rajoute mon timeline message. Là, on est vraiment dans un cas d'école. La plupart du temps, les handlers, en termes d'affichage, tout ce qu'ils ont à faire, c'est mettre à jour des modèles de lecture. Ça peut être dans du stockage, ça peut être en direct en mémoire. En tout cas, effectivement, c'est hyper simple à faire parce que du coup, toutes les trucs un peu chiants, tous les ifs, tous les switches, c'était avant. C'était au moment où on se posait la question d'appliquer la commande ou pas. Si on arrive là, en gros, c'est déjà trop tard. De toute façon, c'est arrivé dans le système, donc maintenant, quoi qu'il arrive, il faut mettre à jour le système tel que ça s'est passé. Je ne crois pas que je l'ai dit, CQRS, ça veut dire Command and Query Responsibility Segregation. Et donc là, on voit bien que d'un côté, on a le message sur lequel on applique la commande, et de l'autre côté, si on voulait coder une view qui est capable d'afficher notre timeline, eh ben, on ferait donc une query sur l'objet timeline, et pas du tout sur l'objet message. Donc on a complètement séparé la responsabilité de commande et de query, de récupération d'infos. Mais tu nous as quand même un peu arnaqué, soit dit en passant,
Parce que là, ok, tu dis timeline.handle, message correct. Donc on comprend bien que pour l'instant, il n'y a aucune relation en fait entre le fait que tu aies écrit à un moment donné message quack, message.quack, et le fait que ta timeline soit capable de se mettre à jour. Donc moi, ce que je veux, c'est que tu me codes un test qui est limite un test d'intégration, mais peu importe, on va le mettre ici, qui montre que quand tu fais message.quack, et ben ta timeline, elle se met à jour avec le message que tu as quacké. D'accord. Donc du coup, je réinstancie ma timeline. Voilà. Là, je vais faire un message. Voilà. J'instancie mon store. Hello. Et je vais voir que ma timeline contient ce message. Alors, José, peut-être, est-ce que jusque-là, déjà, il y a des premières remarques ou questions? Parce que pour le coup, sur le lien entre les deux, ça va falloir un peu plus monter en niveau. Ah, parce que là, C'est quand même emmerdé, on est d'accord. Alors, cela dit, déjà, à ce niveau-là, on voit bien qu'il y a un truc super intéressant techniquement. Pourquoi on est emmerdé? Dans un système classique, même si on avait voulu vraiment séparer nos responsabilités de message et de timeline, donc de commande et de query, on n'aurait pas forcément introduit une notion événementielle. Donc on aurait pu dire par exemple une timeline contient des messages et puis on aurait directement pris une décision à ce niveau-là. Et donc le lien entre la timeline et l'objet message aurait existé vraiment de base dans le code. Il y a vraiment un couplage fort en fait dans le code entre les deux classes. Là, parce qu'on est dans un système événementiel, en CQRS, on a voulu complètement découpler ces deux classes. Donc la seule chose qui les relie à un moment donné, c'est qu'il y a un événement qui est parti dans le système. Et donc c'est ce qu'il va falloir que tu nous démontres maintenant. Comment est-ce que les deux classes sont capables de savoir qu'il y a un événement qui est parti et que cet événement, il intéresse la timeline? je dirais qu'il faudrait que la timeline, ça donne un master, quoi. C'est au courant du message. Donc un truc comme ça, master, subscribe, timeline. Donc là, forcément, si je fais une référence dure, donc on va introduire une interface. Donc je vais créer une interface event handler, t-event, avec une méthode handle qui prend ce type d'événement. Et je vais créer une interface non générique pour faciliter le traitement. Event handler. Donc effectivement, c'est assez naturel de vouloir passer par l'event stop, parce qu'en fait, c'est le seul endroit où tous les messages de l'application passent. Donc c'est assez logique de se dire, quelque part à cet endroit-là, vu que tous les messages passent, ben, ça doit être le bon endroit pour dire, quand tu vois passer un message quack, il faut que tu appelles l'objet timeline. Donc du coup, là, je passe mon handler, et bêtement, je vais avoir une connexion handler. Voilà. List event handler. Voilà. Donc là, ça ne complique pas parce que forcément, il faut que ma timeline implémente cette interface. Event. Voilà. Le message. OK. Et maintenant, pour quand même mettre au courant ceux qui sont abonnés, bah, chaque fois que je vais recevoir un message, je vais regarder tous mes handlers qui connaissent ce type de message, ce type d'événement, pour leur envoyer. Event handler. OK. Donc là, je vais utiliser une méthode générique. Et voilà. Voilà, donc là, il n'est pas content parce qu'il faut mettre une contrainte dans le domaine. Voilà, donc après, il va y avoir des trucs qui ne vont pas compiler.
parce que forcément, j'ai changé la signature, donc il faut mettre à jour aussi l'interface. Et là, ça doit compiler, et ça doit même passer au verne. Et ça passe au verne. Ouais, Je vais me déplacer pour ce test. bravo. Alors, ce qu'on a fait jusque-là, c'est juste que finalement, on a créé un système d'abonnement au niveau du store qui est capable, du coup, de dire si jamais j'ai un abonné qui est intéressé par ce type d'événement, eh ben, je lui redistribue l'événement en temps réel. Ouais. Donc pourquoi en fait, on a fait des abonnements avec des interfaces et pas directement avec des fonctions, des actions Je comprends très bien. Très bonne question. En fait, on s'est dit qu'avec des interfaces, ça se comprendrait mieux, mais visiblement non. Là, tu vois, Donc oui, on peut le faire avec des actions. C'est une implémentation qui est complètement valide. Et Florent préfère les actions, mais ils seront contents. non, mais après, c'est vraiment un choix d'implémentation. Après, on a trouvé que l'interface, c'est peut-être plus commun sur différents langages. Donc, c'est moins. Quand on rentre dans les lambdas, après, ceux qui sont dans le Java, Ouais, c'est tout ils sont encore un nouveau. peu frileux sur le sujet. Voilà. Ouais. du coup, la logique de compte pour tous les types de messages, avec un endroit qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez d'avoir plusieurs éléments store, catégoriser un peu les types de messages et éviter d'avoir une logique de switch case qui peut être assez importante. Alors, à quel endroit on a un switch case là? À un moment, enfin, c'est pas un switch case, mais du coup, vous avez un off type qui, du coup, quand vous cherchez un certain type de message, en disant, Of type, oui, mais c'est générique. Alors après, Of tu peux avoir type, différentes il y a implémentations. Tu peux avoir un dictionnaire avec une clé le type et pour faire ça. Ça peut se faire à la compilation. Après, c'est une question d'implémentation. d'accord. C'est vrai que la morale, c'est si on n'arrive pas à faire ce mécanisme-là d'abonnement avec notre langage, c'est probablement qu'il faut changer de langage. Ouais. Et accessoirement, dans un système un peu plus complexe, tu vas peut-être utiliser un PubSub ou un système un peu plus touffu, plutôt que juste une liste de handlers à donner sur une classe. Voilà. Je voulais en parler juste après, mais effectivement, on va pouvoir imaginer plein de choses par rapport à ça. Mais si vous cherchez plus de renseignements sur les implémentations qui sont possibles là-dessus, on appelle ça un PubSub, un système de publish subscribe, tout simplement. Et il y a plein de références sur le sujet. Il y avait quelqu'un par là? Ouais. Ça n'a pas trop de rapport avec Mais tant mieux. le fond, je pense, mais je comprends la période de faire une interface non complétée qui est implémentée par une interface complétée. Bah, tout simplement, là, j'aurais été emmerdé parce que là, j'ai une collection d'event handler, donc sinon, je suis obligé de passer par des actions pour qui castent le type. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on revient aux actions. Et effectivement, c'est purement de l'implémentation. D'autres remarques déjà? Ouais. Ça n'a pas une double. On a deux objets qui doivent avoir connaissance de quoi faire dans l'événement en fait. Donc au final, le même objet. Alors est-ce qu'ils font la même chose avec l'événement? Ouais, mais du coup. Non, justement, c'était ma question. Est-ce qu'ils font la même chose avec l'événement en question? À date, pour le moment, oui. Non, en termes d'impact sur le système, ils ne font pas du tout la même chose justement. Il y en a un qui essaye d'appliquer une commande, il y a l'autre qui essaye de mettre à jour des modèles de lecture. D'ailleurs, un bon exemple, c'est par exemple la timeline, elle récupère de l'événement que le contenu. Elle stocke vraiment que le contenu, elle s'en fiche de l'ID, elle s'en fiche que ce soit deleted, elle a besoin que ça. Et par contre, ma décision n'a rien à faire du contenu. Donc déjà, il ne manipule pas les données, un cas basique, mais il n'utilise déjà pas les mêmes données. Et en fait, on a plein de cas. Donc à la limite, on peut même... parce que là, on n'a codé qu'une collection. Donc justement, on avait prévu un peu ce cas, parce que c'est l'avantage de CQRS, c'est que là, on représente la liste des messages sur une timeline, mais souvent, on veut représenter ces informations de différentes manières. Et donc, du coup, on va vous montrer un autre exemple assez basique. Qui est du coup la mise à jour d'un autre modèle de lecture à partir de ces événements. Parce que c'est là que c'est hyper intéressant, comme on a complètement découplé ce qui se passe dans notre système. Du coup, il n'y a pas forcément que la timeline qui est intéressée par cet événement, il peut y avoir d'autres objets. Alors nous, on a pensé à... Alors un truc basique, mais en gros là j'ai récupéré via une branche sur Git juste une autre projection
qui est une projection qui est là juste pour compter. Donc il s'en fiche du contenu, il s'occupe que de quoi qu'il délète-il, et en gros il incrémente ou pas. Donc là, c'est des exemples simplissimes, mais vous imaginez bien dans votre code de tous les jours qu'il y a plein d'endroits justement où vous appliquez une décision dans votre système et ça doit mettre à jour en cascade un certain nombre de trucs. Et en général, tout le problème, c'est le lien entre ma commande et le nombre de trucs qu'il faut mettre à jour en cascade justement. Et bien là, on s'est complètement décorrélé et on peut très facilement rajouter du coup des handlers, c'est-à-dire concrètement des classes qui sont capables de gérer ces types d'événements pour mettre à jour un modèle de projection différent de la timeline. Ça ne répond peut-être pas tout à fait à ta question, donc n'hésite pas si tu... En gros, c'est la boucle for each sur les événements qui est à deux endroits différents qui te dérange, si j'ai bien compris. Non, je trouve ça pas vraiment le modèle un peu trop simple pour faire Du coup, typiquement, du coup, tu pourras... etc., il y a potentiellement des transformations qui sont faites, mais moi, c'est une méthode de Les transformations du message. moi, je fais le quoi, qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier pour que une forme de deux. Je sais pas, hein, c'est pas l'exemple peut-être un peu trop simple pour moi. Transformer la chaîne de caractères du message, par exemple. Ben ça, effectivement, c'est une décision qui serait prise au moment où on fait le quack. Mais une fois qu'il y aura pris la décision de transformer cette chaîne, après, ça partirait dans le système, et il n'y a personne d'autre qui se poserait la question de remodifier cette chaîne. Parce que c'est vraiment que le message qui a cette responsabilité et qui prend cette décision-là. Après, on pourrait avoir d'autres classes qui justement s'abonnent à ces événements et qui réagissent en fonction de ces événements pour prendre une nouvelle décision et vont mettre un nouveau événement, comme quoi quelqu'un a été mentionné, rajouter un lien, etc. Ça peut être une autre classe qui prend cette décision. C'est là qu'on retombe vraiment sur des concepts DDD où justement en DDD on se pose vraiment la question de quelles sont les responsabilités, où est-ce qu'elles vont, quel est l'alignement des objets que je crée avec le métier, est-ce que vraiment je réponds à un besoin du métier. Et là, on voit bien qu'on est capable de, by design, on a un bon indice sur où est-ce qu'il faut qu'on mette les décisions. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'à chaque constructeur, chaque appel de constructeur, la classe doit se retaper tout l'historique de ce qui a été fait et du coup, qu'est-ce qui se passe dans les cas où il y a des systèmes volumineux ou des traitements complexes qui prennent du temps? C'est la bonne question. Qu'on nous compose systématiquement, effectivement. Il y a, en fait, alors déjà, généralement, si tu as beaucoup d'événements sur un même objet, souvent qu'il y a un problème. C'est souvent que c'est mal découpé. Parce que normalement, ton objet doit être très simple. Donc, sa durée de vie est limitée. S'il y a plusieurs durées de vie dans ton même objet, c'est qu'il doit sûrement avoir plus d'objets. Donc, ça fait que le flux d'événements est généralement assez petit. Tu peux avoir une centaine d'événements, ça sera quasiment instantané, vu qu'il n'y a pas de traitement, tu fais juste appliquer. Et dans des cas où tu n'as pas, après tu peux... là, on crée en gros une projection de décision d'un autre objet qui réagit entre événements. Tu peux le stocker aussi. T'as des exemples? On a un en l'occurrence. De volumétrie sur le projet. Sur un projet, on avait genre 100 millions d'événements par mois, mais par agrégat, il doit avoir, il n'y a pas plus d'une centaine d'événements. Un agrégat, c'est une classe sur laquelle on applique la commande. Et maintenant, on va parler d'agrégat, comme ça, petit à petit, on va aller vers DDD, ce serait super. Pourquoi, du coup, la question qui est peut-être ça, c'est pourquoi plusieurs modèles pour représenter la même chose? Je sais pas si c'est un peu la question là-bas. Sinon, on aurait qu'une classe avec la responsabilité à la fois de compter le nombre de messages, à la fois pour gérer le contenu. Alors que là, du coup, c'est des couples. On a notre classe qui est là pour prendre des décisions et qui manipule les données qu'elle a besoin. Et après, c'est des détails d'implémentation pour l'affichage, où on va alimenter telle projection parce qu'on va afficher quelque chose au client. D'autres remarques, questions? Ok. Tu veux aller un peu plus loin ou on avance un peu sur le... Non, tu peux montrer les slides. Ah ouais, mais je peux pousser. Tu as dit que c'était CTRL-SHIFT-F, non? Non, CTRL-ALT-F. Fais tous les touches. CTRL-SHIFT-ALT-F. Ah, c'est ça. Alors, par rapport à ce qu'on a vu, bon, le modèle, on s'en fout, on a dit, parce qu'en fait, on a juste fait publish message et update timeline. Rien de... Voilà. Alors, on n'a pas refait Twitter ce soir, mais au moins, on a vu les bases et on a la possibilité de le faire.
D'ailleurs, juste un point par rapport à la slide d'avant. Justement, ce qu'on fait la semaine prochaine en atelier, bah, c'est des sites sur Git. Donc, vous pouvez vous amuser à faire chez vous. Donc, sur Git, vous faites Devion Mister, vous pouvez tomber dessus. À la limite, on tweetera. Et vous pourrez faire. Donc, c'est un exercice guidé par les tests. Donc, à chaque fois, vous avez un test en rouge, il faut passer en vert. Dans 4 langages, hein. C'est en PHP, en Java, en C# et en JavaScript. Et je Vous avez le choix. rajouterai pour les chanceux qui travaillent chez ERDF que c'est exactement l'atelier qu'on faisait entre midi et 2. Donc si ça intéresse d'autres personnes, voilà, n'hésitez pas à redemander. En fait, on a fait 2 ateliers. Il y en a un où on a repris effectivement du code existant. Donc ça peut peut-être un peu plus répondre à tes attentes. C'est une plus grosse base de code avec tout ce qu'on a codé là précédemment. Et par exercice sur Git, on va petit à petit, en se guidant par les tests, amener du comportement dans le système. Et on a fait un autre exercice qui était celui-là. En fait, on est vraiment parti de rien pour essayer de comprendre comment marchait la relation entre les classes, comment coder un PubSub, pardon. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, entre midi et 2, et pas que chez Verlet, je peux le faire ailleurs. On propose aussi des Brown Bag Lunch. Donc, Florent sera ravi de venir. Non, mais moi aussi, Clément aussi, comme vous avez vu, on adore parler de ça, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir un peu plus conceptuellement sur l'event sourcing, parce qu'en général, si on parle d'event sourcing, on vous montre ce schéma, forcément. Mais des fois, si on n'a pas vu le code avant, ça parle un petit peu moins. Ou l'inverse, peut-être que le code ne vous a pas du tout parlé parce que vous n'avez pas montré ça avant. On va le savoir maintenant. Donc, en event sourcing, on a un agrégat. Donc là, effectivement, on parle d'agrégat. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais un DDD, un agrégat, c'est un ensemble, enfin, c'est ce qui définit une transaction, pour schématiser. C'est-à-dire que toutes les... En gros, quand j'applique une commande sur une classe, le fait d'appliquer la commande ou pas doit être binaire. C'est-à-dire que soit, effectivement, la commande est passée et donc je peux lancer tous les événements qui sont potentiellement déclenchés par cette commande, soit j'annule complètement ce qui s'est passé, donc je refuse la transaction, donc c'est comme si c'était rien passé. Pour faire simple, en gros, c'est notre classe message, on a une identité, un ID, voilà, c'est notre agrégat. Exactement, dans notre cas, c'est message. Donc, on a une commande qui rentre dedans, message.quack. Et là, la première chose qu'on fait quand on reçoit une commande, c'est qu'il faut qu'on prenne une décision. Donc, c'est ce que vous avez vu, message.quack, ok, bah donc je publie dans mon store un message quack. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de décision. On va plutôt dire message.delete. Et là, je regarde, if not deleted, ok, je peux publier un événement. Là, on rentre un petit peu dans ce qu'on avait touché du doigt avec est-ce qu'il faut qu'on applique sur le même événement. C'est-à-dire que l'événement, de toute façon, il a eu lieu, donc c'est sûr, il faut le publier pour le monde extérieur. Donc, dans un truc qu'on peut appeler un event store, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler event publisher, on peut l'appeler comme on veut. Ce qui est important, c'est qu'il y a un truc qui a la responsabilité de stocker tous les événements du système. Et effectivement, au moment aussi où on a pris notre décision, si jamais le message qu'on a émis est en fait impactant pour notre propre état, et bien dans ce cas-là, il faut effectivement qu'on fasse un apply sur nous-mêmes. Et comme tu l'as très bien remarqué, sur la classe message, on aurait dû le faire dans le message.delete, on aurait dû faire un apply sur le message deleted qu'on émet en fait. Justement pour passer notre flag à deleted. Et donc le apply, avec la boucle de rétroaction, une fois que j'ai appliqué mon événement sur moi-même, du coup je mets à jour, donc ici ce qu'on appelle décision projection. Alors là, j'ai envie de faire en discuter avec Florent parce qu'il explique très bien. En gros, la décision de projection, c'est l'état de la classe. Mais en fait, l'état de votre classe, c'est rien d'autre qu'une projection qui vous sert à prendre des décisions dans votre classe. D'où le fait éventuellement de l'appeler décision de projection. Mais voilà, je ne suis toujours pas convaincu non plus, donc n'hésitez pas à en parler. Non, mais c'est vrai que conceptuellement, c'est effectivement juste une projection comme une autre. Parce que là, dans l'implémentation, on a stocké les fils directement dans la classe. Ça peut être bien d'avoir une classe interne à ces classes qui s'occupe juste de réagir à ces événements pour justement séparer un peu ces logiques et ne pas avoir tendance à modifier l'état interne de message sans avoir envoyé l'événement. Et d'ailleurs, si vous jouez un peu avec le code qu'on a mis sur GitHub, voilà, vous verrez qu'on a sorti en fait l'état dans une autre classe. Donc c'est assez intéressant ça aussi en termes d'implémentation, c'est que l'état n'est même plus dans votre classe. Donc on fait apparaître dans le code le fait qu'en fait la classe c'est juste un truc qui gère des événements et qui en gérant des événements peut modifier une classe qui contient son état. Alors, je ne sais pas si, mais conceptuellement je vous garantis que ça change tout. Et voilà, c'est tout. Une fois qu'on a décidé, on a publié, éventuellement on a appliqué sur nous-mêmes, et du coup on est dans le bon état pour prendre la décision suivante.
C'est ça un peu event sourcing du coup. Comme on dit, en général, du coup, la question c'est oui, bah, du coup, dans le constructeur, comment je sais pour récupérer tous les événements qui concernent la classe? Bah, ici, tout simplement, on va placer une base de données qui va stocker pour un identifiant d'agrégat donné tous les événements qui sont émis. Et donc, au moment où on rallume notre système, ou même à chaque fois qu'on appelle, si on a envie, on va dire à notre classe, bah voilà, tous les événements qui sont arrivés dans le passé. À partir de là, donne-moi ta prochaine décision. Ça, c'est pour event sourcing, ça va? Ça a l'air nickel. Pour la partie CQRS maintenant, ah oui, alors je n'ai pas trop fait de référence. Donc ça, c'est un... Bah, pour ceux qui étaient venus à la présentation fonctionnelle, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais alors, Jérémy Chassin était venu au MUG et nous avait présenté exactement ce schéma en fait. Donc on a remis son nom en bas là, pour pas que vous le voyez, mais clairement c'est son schéma. Et ici, non, dans l'autre sens, ça pour une fois c'est à nous. Et ça, donc là j'ai mis Greg Guillaume ce coup-ci, mais effectivement c'est Alberto Brandolini qui m'avait présenté en l'occurrence. Donc Alberto Brandolini, c'est celui qui a conceptualisé l'event storming, dont j'ai parlé au tout début, qui permet de générer le genre de modèle qu'on nous a montré. Et Greg Young, c'est on va dire, la référence du CQRS orienté DDD. Enfin, de toute façon, si vous cherchez, même si vous êtes dans une autre techno, vous cherchez des références sur le CQRS, vous allez forcément tomber sur lui. D'ailleurs, il a codé une base open source qui s'appelle Event Store, voilà, enfin, disons sur ce qui l'intéresse au quotidien. Et ce schéma, il l'appelle conceptual CQRS. Je trouve que c'est assez parlant, voilà, par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on dit, bah, déjà, on part du principe que la plupart des systèmes, et ça Jérémy vous l'avez dit aussi, alors pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, la plupart des systèmes, vous avez un rapport de lecture qui est 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois supérieur à votre taux d'écriture. C'est-à-dire qu'en gros, vous consultez beaucoup plus de données que ce que vous en écrivez. Ça, c'est vrai à peu près dans tous les systèmes. On a du mal à trouver des systèmes dans lesquels ça ne s'applique pas. Par contre, le taux peut changer. Il y a des endroits où il y a certains systèmes où on va prendre énormément de décisions, donc le taux va diminuer, mais on fera toujours en général plus d'affichage. Mais voilà, typiquement, quand on code des sites web, et qu'on a des millions de visiteurs qui viennent visiter, justement, bah, clairement, on cherche beaucoup plus de requêtes dans les bases juste pour afficher des trucs que pour dans le système. Donc, on part de quelque chose qu'on affiche, mais à un moment donné, on veut rentrer des informations dans le système. Quand on veut rentrer des informations, vu qu'on n'a pas du tout, donc déjà on avait dit qu'en termes de responsabilité, c'était pas du tout la même chose. Là, on vient de dire qu'en plus, en termes de scalabilité, en termes de nombre d'appels, je ne sais pas le mot, en termes de nombre d'appels, voilà, vous allez faire beaucoup plus d'appels sur des queries que sur des commandes. Donc ça a vraiment du sens en fait de séparer ces deux responsabilités. Donc à chaque fois qu'on rentre une commande dans un système, on a un agrégat qui se trouve en face. Donc là, on se décorrèle complètement de la couche 8, évidemment. Et on dit à un moment donné, en tout cas, si, peu importe l'interface par laquelle il est passé, mon utilisateur, à un moment donné, j'ai ma classe message dans laquelle je vais essayer de faire message.quack. Donc j'ai mon agrégat ici. Mon agrégat, ici on est vraiment au niveau de la commande, il publie son événement. Mon événement, il est handlé, il est géré par ma timeline, qui du coup se met à jour. Donc on a vu timeline, on a vu NBQuack, et donc il y a plein d'autres exemples. Là, à réfléchir justement aux applis sur lesquels vous bossez au quotidien, vous allez voir qu'en fait ce modèle s'applique étonnamment bien à à énormément de systèmes. C'est très très dur de trouver un système pour lequel on peut dire non, moi dans le mien, séparer les commandes et les queries, ça n'a vraiment pas de sens. Donc on met à jour toutes nos projections, et du coup on a des timelines ici. Là il y a un truc qu'on n'a pas dit justement parce qu'on veut le dire qu'à la toute fin, mais puisqu'on a vraiment séparé ces responsabilités, on peut aller très très loin derrière en termes de performance. Parce que du coup, sur l'affichage justement, ça va aller très très vite. On n'a pas du tout besoin de se poser de questions. On n'a pas non plus du tout des mêmes besoins de sécurisation en termes de stockage sur nos bases de projection, justement parce qu'elles portent bien leur nom, c'est des projections. Donc en fait, on s'en fout. Si ça tombe, on les reconstruit. On rejoue tous les événements qu'il y a eu dans le système, et c'est bon, nos projections, elles seront à nouveau debout. Peut-être que ça prendra 2 jours si c'est un code avec des millions et des millions d'événements, mais en tout cas, l'information, on la perd jamais. Ce qui est vraiment critique, c'est le stockage des événements qui sont émis par nos agrégats. Si on est capable de garantir, là par contre, on peut s'amuser à répliquer sur 3 serveurs avec de la sauvegarde en direct, je ne sais où, pour être sûr que les événements sont bien stockés partout.
les événements, ça devient notre source de vérité, c'est le truc qu'on veut surtout pas perdre, mais à partir du moment où on a ça, tout le reste, toutes les projections, on s'y intéresse plus. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle de CQRS, on parle de deux bases de données, parce qu'évidemment, quand on a séparé la responsabilité dans le code, bah, finalement, même en termes de stockage, on se retrouve avec des responsabilités qui sont complètement différentes. D'un côté, vous avez une responsabilité de stocker l'histoire du monde entier, de l'autre côté, vous avez juste la responsabilité de mettre à jour des projections qui, de toute façon, n'ont jamais pris de décision, donc en fait, l'état qu'on stocke n'est pas vraiment important. Et c'est pour ça qu'ici, très souvent, on parle de base NoSQL, mais à la limite, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en stockage, on va utiliser des bases qui permettent de stocker les événements. Donc en gros, juste un ID et un float byte, à la limite un string pour savoir le type de l'événement en question. On fait ça à la chaîne, mais donc on n'a vraiment qu'une seule table. On s'en fout, on n'a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Par contre, avec plein de lignes, évidemment. Et dans les projections, là où on va être hyper performant, c'est qu'on va vraiment avoir des projections hyper adaptées aux vues qu'on a besoin d'afficher. Donc voilà, on peut avoir un truc juste pour la timeline, on peut avoir un truc juste pour le compte utilisateur, on peut tout imaginer. Et donc, il n'y a plus besoin de faire des transformations. Donc évidemment, vous connaissez tous, je prends un objet, mais grâce à mon super ORL, ça récupère la liste des autres objets, qui reprend la liste des autres objets, qui reprend la liste des autres objets. En fait, tous les problèmes de lazy loading n'existent même plus dans ce modèle-là. Parce que vous avez que ce qui vous intéresse au moment où vous voulez l'afficher. Et vous enlevez vraiment une grosse épine du pied quand vous faites ça. Moi, j'ai une question. Ouais. Là, tu as parlé des bases de données. Ouais. Quand tu stockes tes événements, tu stockes juste ton ID et Le contenu de l'événement. le contenu de l'événement. Ouais, tu peux pas stocker que son type, on est d'accord. Le type, et tu stockes aussi. Tu sérialises ton événement et tu le mets dans la base. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est juste que tu n'as pas 20 millions de tables. Finalement, une seule, ça suffit. D'accord. Et la deuxième base de données? La deuxième base de données, par contre, elle est beaucoup plus classique, sauf qu'il n'y a aucune relation entre les tables. C'est-à-dire que là, par exemple, on aurait une table timeline et on aurait une table NBQuack. Ce sont deux tables complètement différentes. Et suivant la vue que je veux afficher à mon utilisateur, je vais appeler telle ou telle table qui contient déjà toutes les données qui vont bien pour cette vue-là. Donc en fait, la deuxième base, c'est celle qui va stocker la collection. Exactement. C'était peut-être pas clair du tout, mais c'est exactement ça. Et donc la première base, c'est celle qui te stocke tes événements. Et voilà. On a séparé les événements. Et dans ce schéma, tu as dû mettre. Eh ben, c'est bon à savoir. Parce qu'après, on peut avoir une base de données, deux bases de données, voire n bases de données, justement parce que les projections, bah, des fois, suivant le contexte, on n'a pas besoin de la même chose. Par exemple, quand c'est de la recherche, par exemple, on va utiliser du Elasticsearch. Si c'est de la BI, un serveur SQL, ça peut être très bien. Et on peut garder les relations pour enquêter, etc. Et si c'est pour afficher, on peut utiliser un truc, un MongoDB pour récupérer les documents. Et vous avez un autre, excusez-moi, je te donne la parole juste après, un autre exemple où vous pouvez devenir hyper performant. Comme on a dit, l'aspect transactionnel, le fait de savoir si la commande est bien passée ou pas, c'est vraiment géré au niveau de l'agrégat. Mais une fois que l'événement est émis, on peut être sûr que quoi qu'il arrive, là on va commencer à parler de consistance à terme, eventual consistency, on va vraiment dire, quoi qu'il arrive maintenant, vu que mon message est émis, mon système finira dans le bon état. La question après, c'est en combien de temps? Mais à la limite, on s'en fout, ça peut être complètement asynchrone. C'est-à-dire que concrètement, votre utilisateur, là, il envoie une commande. Dès que vous avez la garantie potentiellement que votre commande a été validée, donc qu'elle l'est ou qu'elle sera stockée, eh ben, vous pouvez rendre la main à l'utilisateur. C'est bon, pas de problème. Et du coup, là, en termes de fluidité, on retombe sur un truc où à peine il a cliqué, bim, ça lui rend la main. On n'attend pas que tout le système soit mis à jour par rapport à la commande qui vient d'émettre. Et vous pouvez gérer ici, dans des traitements asynchrones, le fait de mettre à jour toutes les projections qui sont intéressées par l'événement en question. Il y avait quelqu'un avant? Ouais, oui. Vous avez une question? Comment on a joué peut-être la collection, parce que je pensais qu'on va enregistrer, peut-être que du mal à voir uniquement par exemple la timeline quand tu reçois un message, du coup, au même moment, tu enregistres quand tu effaces. Ouais, mais je pense que c'est une bonne question parce qu'effectivement, on a hésité à rajouter ça dans la démo. Et en gros, la timeline, conceptuellement, il faut le voir comme, et d'ailleurs, voilà. En fait, suivant le stockage que tu vas faire de ta timeline, on n'aurait peut-être pas dû l'appeler timeline, on aurait plutôt dû l'appeler update timeline, par exemple, cet objet. C'est-à-dire que c'est un handler qui n'a que la responsabilité de mettre à jour la timeline. Parce qu'en fait, actuellement, là, dans le code, il y a deux responsabilités.
il y a la responsabilité de stockage, donc on va dire un timeline message repository, et celui de réagir à des événements. Donc clairement, dans le bon code, il faut dissocier et faire deux classes différentes. Et donc après, c'est la responsabilité du timeline repository de stocker dans la base de données. Si on va quelqu'un va afficher la timeline, on voit un événement. Non, là c'est juste de la lecture, il n'y a pas de décision à prendre, donc du coup tu peux requêter directement de la base de données. Quand tu regardes ta projection, tu poses aucune question. Il y a effectivement, mais c'est aussi légitime comme remarque, au moment de récupérer l'info, il n'y a plus de notion événementielle. Là, on est dans du code très classique, justement, où puisqu'on s'est débarrassé de tous les problèmes en amont de prise de décision, de validation, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'affichage tout court. Donc là, il y a un autre truc intéressant, c'est que toutes les couches qu'on a l'habitude de mettre, là, de conversion, de reconversion, machin, pour se protéger un peu de l'ORM, de la base et de tout ce qu'on ne maîtrise pas trop, finalement, il n'y en a quasiment plus besoin. Limite, l'objet qui est sérialisé dans la base, bim, on balance directement dans lui. Si jamais il modifie la timeline, ouais, donc tu as bien une commande qui va sortir dans ton système, qui va être appliquée sur ta projection, qui va mettre à jour le repository, qui fait que quand l'utilisateur va rafraîchir son navigateur, la timeline va être mise à jour. Alors c'était là-bas au fond d'abord. Comment on peut savoir quand la production est prête à mise à jour En fait, ce qui est génial, c'est que justement tu peux choisir suivant ton contexte. Si tu as un contexte où tu veux absolument que ça soit direct, ce qui est en fait rarement le cas, parce que tu as toujours une tolérance, si ça prend 100 millisecondes, c'est transparent pour l'utilisateur. Donc là, mais tu peux choisir un mode synchrone ou choisir un mode asynchrone. Et après, par exemple, si tu vas rafraîchir rapidement, tu peux avoir un système qui s'abonne à ces événements, il y a du WebSocket, et qui va notifier l'interface comme quoi c'est mis à jour. Ça, c'est la solution la plus compliquée que tu peux mettre en place. Mais effectivement, c'est la mieux, parce que du coup, c'est hyper classe. Ça veut dire que votre utilisateur, là, il lance une commande, la commande qui prend 5 secondes, mais en fait, vous êtes capable de rafraîchir son interface en permanence en fonction des opérations qui sont déjà appliquées dans votre système. Directif, en termes de ressenti utilisateur, c'est juste génial par rapport à un mec qui va attendre que les 5 secondes passent pour lui afficher sa page. Mais sinon, il y a d'autres solutions un peu plus simples où, en fait, on peut tout simplement aussi simuler le comportement au niveau du navigateur. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand le mec envoie une requête, si le mec est en train de créer un utilisateur, c'est pas très compliqué de mettre à jour son JavaScript pour faire comme s'il avait mis à jour son utilisateur. C'est pour ça qu'on parle de consistance à terme, parce qu'à partir du moment où le système nous a confirmé que la commande avait été prise en compte, en fait, après, on peut imaginer tous les systèmes qu'on veut pour mettre à jour l'info pour l'utilisateur. Il y a un autre système assez simple aussi, c'est tout simplement, tu mets un timer sur ta page qui va se rafraîchir tous les X temps jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est assez important aussi. Voilà, tu peux vraiment t'adapter suivant les besoins du client et dans son interface. Enfin, non, le plus simple, c'est quand même de rester en synchrone, mais c'est pas toujours possible. Ouais. C'est un peu lié. Si on fait un moment dans un cas web assez classique, justement, de création de message, etc. A priori, quand je lance ma commande de création de message, j'aimerais avoir un message. Alors, ok, il y a la possibilité de se dire, je fais en mode optimiste, je sais que ça va bien se passer, je mets à jour mon interface. Ah non, non, mais là je te l'arrête tout de suite, c'est pas, je suis plutôt optimiste. Non, mais c'est formulaire, si la commande est passée, c'est de toute façon mon système a enregistré le message. Donc le mec, effectivement, le mec peut-être que sa page va foirer, peut-être que son PC va prendre feu, peut-être qu'il y aura des problèmes pour lui, mais n'empêche qu'à terme, quand il va réussir à retrouver une connexion et qu'il va regarder, et bien son message il sera bien envoyé. J'y comprends tout à l'heure. D'accord, excusez-moi. Je clique le JavaScript, donc effectivement ça va bien se passer, j'affiche le message comme il faut, et après le système va faire en sorte d'être tout valide. Néanmoins, ça veut dire que les commandes ne renvoient vraiment jamais rien. À part peut-être que ça s'est passé, mais ça s'est pas passé. Ça peut renvoyer, généralement ça renvoie très peu d'informations, au maximum l'ID du message. Voilà. Là, il avait un petit peu triché, par exemple, en retournant l'ID, pas triché entre guillemets, mais c'est vrai que ça peut être pratique parce que si on a l'ID de ce qu'on vient de générer, du coup, on peut s'amuser à aller directement le renvoyer au JavaScript et donc lui faire requêter directement le l'ID. Alors, c'était au tout début, mais en fait, c'est pas forcément important, c'est-à-dire que peut-être que ça répondrait mieux à ta question, je pense, de dire que oui, la plupart du temps, ta commande ne te renvoie rien. Parce que ce qui est important, c'est pas qu'elle te renvoie des trucs, c'est qu'elle publie des événements. En fait, on pourrait le voir différemment, on pourrait se dire que ta commande, quand tu l'appelles, elle te renvoie des événements qui sont publiés. Mais sauf que potentiellement, il ne s'est rien passé. Donc dans ce cas-là, elle ne te renvoie pas d'événements. En l'occurrence, s'il y avait un cas d'erreur,
elle pourrait renvoyer des choses, je pense. Enfin, là, Ah oui, on n'a alors, pas mis d'exception. Donc, s'il y a une exception, tu vas pas retourner un code erreur 200. non, tu Si vas tu es dans du web, là, comme tu disais, tu peux aussi dans du web. là Tu vas concrètement, renvoyer un 400, enfin, un 500. voilà, exactement. Concrètement, effectivement, au niveau de ta transaction, tu vas mettre des erreurs, des erreurs .NET, des erreurs de ton langage pour dire, ouais, par exemple, on aurait pu s'amuser à gérer le cas, si on essaye d'appliquer un message liquide avant un message correct, et là, on balance un throw, une possible message, je sais pas. Enfin, on peut imaginer plein de cas d'erreur qu'on voudrait gérer effectivement au niveau de la base. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, au moment où tu as appelé ta commande, si la commande te rend la main et que ça n'a pas planté, tu as la garantie que ça s'est bien passé. Mais après, si tu préfères qu'ils te retournent tous un bool ou un système, un code de message, enfin, tout est imaginable. Mais le principe, c'est que de toute façon, s'il prend la main, la liste d'événements, le store d'événements a été mis à jour. Et après, si dans ton cas, tu préfères que le contrôleur web attende justement que ce soit rafraîchi, tu peux. Il n'y a rien qui te l'empêche. Non, Pour continuer là-dessus, déjà, ton contrôleur web il va avoir pour responsabilité, enfin, du coup, de déléguer, mais tout ce qui est validation de la commande. C'est-à-dire que tu ne vas pas accepter une commande qui est mal formée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, Emilien, tu disais, qu'est-ce qui se passe si tu essaies de déléguer un message qui n'est pas encore créé? Bah, l'idée, c'est que là, tu n'as pas la ligne, c'est juste pas possible de le coder. Donc, ton contrôleur va être obligé de gérer le fait que l'ID n'existe pas, qu'il n'a aucun moyen d'accéder à une instance de message et donc renvoyer l'erreur. Ça, c'est pour les deux points. Et le dernier truc, c'est les problèmes de concurrence. Il y en a un qui va arriver sur un niveau de concurrence. Typiquement, ce que tu décrivais, je crée mon utilisateur, je veux le voir en retour. Ce niveau de concurrence-là, c'est what you write ou what you see. Et grosso modo, ça s'obtient comment? Ça s'obtient en faisant, juste à la suite de l'envoi de la commande au système, une demande de lecture avec, alors là, pour un système assez complexe, soit avec un timestamp, soit avec des vector clocks, pour dire, tu ne me renvoies pas, tu ne réponds pas tant que tu n'as pas au moins vu cet événement-là. Parce que, tu vois comment ça peut marcher? Voilà. là, on parle de saga, en termes d'aider, quand tu relances. Tu peux lancer des longues des processements pour aucun. Là, c'est sur du court. C'est juste que quand tu vas interroger ton repository, il ne va pas te renvoyer une réponse tant que l'événement n'aura pas été appliqué. Ah oui, ouais, je crois que c'était toi. Non, mais juste la question, c'est vous avez un petit peu tourné autour du pot tout à l'heure en disant oui, il suffit de prendre les photos. Il y a toujours des solutions techniques assez fréquentes, mais c'est vrai qu'intrinsèquement, il y a énormément de métiers d'écran qui sont prévus très synchrones. Ouais. Et avec le type prod où je fais une action immédiatement, je reviens sur la liste et j'ai immédiatement une séquence qui est posée soit au moment, en disant ça devrait bien se passer, donc on va faire un script, on va réfléchir. Cette donnée, on l'a pas encore, on a donc très peu de temps. On n'en pas plus que le système crude, parce qu'on garantit que notre système, de toute façon, il ne l'applique pas. Simplement en termes, c'est qu'en fait, on manque quand même une source de fichage. Il y a 99% de chances que ça se passe bien dans le plus. Mais quelque part, ça reste au fait qu'on fait voir à quelqu'un que. Et enfin, la raison, l'origine de la mauvaise, c'est que l'écran a été conçu comme un système d'Excel. Mais il y a beaucoup de ces écrans, en fait. En existant, il y a beaucoup de massifs de CQS, c'est jamais transparent. Mais après, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça code. Et là, tu peux faire ça code si tu veux. En fait, si tu veux faire du crude, tu pourras aussi bien le faire. Mais c'est dommage, parce que tu trouves plein d'autres possibilités. Oui, mais je sais que quand tu fais synchrone, en fait, dans le temps d'implémentation, par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir, pour certaines opérations métiers souhaitées sur la synchrone, et pour d'autres, c'est une feuille alphabet, là, on va complètement asynchrone. C'est l'implémentation de mon store et mon event handler que je peux dire, c'est lui qui décide si c'est synchrone ou pas. Si c'est asynchrone, il envoie dans un thread, sinon il garde la main et il envoie. Donc maintenant, c'est ton système de PubSub qui gère ça. Mais l'avantage, c'est que tu peux prendre la décision en fonction de tes besoins. C'est pas le système qui te l'impose. Mais en fait, ta remarque est tout à fait pertinente parce qu'en général, c'est la première qu'on se fait. On se dit, mais par rapport aux habitudes que j'ai, voilà. Mais la réponse, elle est vraiment là-dedans. C'est pour ça que n'hésitez pas à lire le bouquin. En gros, si vous voulez faire aussi pourri que du code, vous pourrez, pas de problème. Il va faire des trucs où l'utilisateur il attend 5 secondes pour récupérer la main, on le fera comme on était capable de le faire avant. Sauf qu'on s'est ouvert plein d'autres pistes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On a rajouté du découplage et donc on est capable de rajouter des choses qu'on serait incapable de fournir dans un système code vraiment classique. On ne sait pas du tout poser ces questions de responsabilité. Il y avait une autre question là-bas? Voilà.
et après. Du coup, moi, la question que je me pose, en fait, pour l'instant, c'est ce genre d'approche est très sensible à l'ordre des éléments. Comment ils sont distribués dans le système. Je pense à un système assez dynamique, comme Twitter. On va modifier des choses qui avaient déjà été créées. Justement, l'implémentation que je vois au mode en C#, c'est de la synchronisme. Et du coup, justement, ma question, c'est comment l'ordre des événements, notamment en front-end, ce qui va recevoir les commandes du type, comment on gère ça, Je pense que je comprends assez bien ton problème parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps, effectivement, quand tu rajoutes de la synchronisme. c'est que pour moi, c'est très sensible à l'ordre des événements. Absolument. Mais en fait, si tu es très sensible à l'ordre des événements, il y a plusieurs raisons. En fait, si tu es sensible à l'ordre des événements, c'est que ces événements. En fait, hein, Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, donc j'espère que les autres aussi. Si ton événement est sensible à ce qui s'est passé avant, en gros, s'il faut que pour appliquer cet événement, il y a un autre événement qui a eu lieu avant, il y a des chances qu'en fait, d'un point de vue transactionnel, ils appartiennent normalement à la même transaction. Et par exemple, modifier un message qui avait déjà été modifié. Oui, tout à fait. Modifier 2 fois de suite. Du coup, en fait, avec ce système, c'est que si tu veux le faire comme si tu n'avais pas ce système, du coup, tu vois que généralement, c'est que les événements, on les met dans un flux par ID d'agrégat. Ce qui définit une transaction. Voilà. Et chaque événement, on donne une ordre de séquence. Donc, du coup, on sait. Et donc, si le store il voit qu'il y a un trou ou il y a un doublon, il peut cracher. Et l'avantage, donc un système traditionnel, bah, tu as une transaction ou à deux, tu craches. Et là, l'avantage, c'est que tu peux même réagir. Et bah, même, tu as l'exception comme quoi tu as 2 trucs. Et tu renvoies à l'utilisateur. Ah bah, il y a tel utilisateur qui a modifié ça. Toi, tu as voulu modifier ça. Je te montre la diff. Tu préfères quoi? L'avantage, ça te donne cette liberté de pouvoir le faire et l'implémenter correctement. Il faut prévoir quand même cette notion de transaction. Non, parce que tu peux le faire beaucoup plus simple. Alors, en fait, c'est pas une obligation, c'est une opportunité que ça t'offre que tu n'avais pas avant. Moi, je ne m'appelle pas Florent, et du coup, sur mon système, je l'ai fait tout simplement en disant, certes, c'est asynchrone, mais n'empêche que je vais systématiquement attendre que mon événement précédent soit appliqué avant d'appliquer le suivant. Ce qui est une grosse limitation que j'ai introduite dans mon système, mais parce que d'un point de vue de métier, ça ne posait pas de problème. Du coup, ça reste asynchrone, mais n'empêche que je garantis l'ordre des événements dans la façon dont ils sont publiés dans mon store. Parce que justement, en gros, j'ai fait quasiment comme si j'avais qu'une seule transaction et que du coup, l'ordre est toujours important. Ce qui est juste une solution de simplicité avant d'aller jusqu'à l'aspect transactionnel vraiment ça. Quand tu dis que tu garantis qu'ils sont publiés dans l'ordre d'arrivée, c'est depuis la commande. Bah, c'est le store qui donne justement qui préserve l'ordre des événements. Ça peut agir comme un délai d'étranglement. Bah, c'est par flux après. L'ordre est important par flux, donc du coup ton flux est assez petit. En gros, c'est comme une base traditionnelle. Oui, d'accord, ce que tu dis, c'est qu'il faut découper les entrées et les sorties par flux. Bah, généralement, en fait, les événements. Tu peux à garantir l'ordre dans un flux. Non, mais enfin, je prends l'exemple de Twitter, par exemple. On ne peut pas s'amuser à mettre dans un seul flux tout ce qui arrive sur Twitter. Non, mais le flux, ce serait. Segmenté par user ou par. En fait, le flux, c'est par agrégat, en fait. C'est le message. Là, on a un agrégat message. Tu prends les événements qui arrivent à un message sur Twitter, et ben, c'est l'agrégat qui a un message message de séquencer son flux. D'accord. C'est pour ça qu'on dit en fait, il y a une relation très très forte entre la définition d'un agrégat et l'aspect transactionnel de notre système. Mais là, on rentre dans des notions qui sont un peu plus compliquées et qu'on n'est pas forcément obligé de maîtriser, de mettre en œuvre tout de suite pour avoir ce type de système. Mais une fois de plus, c'est des portes qu'on s'ouvre et tous ces aspects-là, voilà, tout ce qui est bien réfléchir aux transactions, bien réfléchir à l'impact sur le métier, aux responsabilités, c'est des concepts qu'on retrouve dans le DDD. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour ceux qui ont vu Sandro le mois dernier, qui disait, non d'ailleurs, il n'a pas dit pendant la réponse, mais peu importe, il disait que, en gros, Eric Evans, qui a écrit ce bouquin qui effectivement est un petit peu barbant à lire, il disait, ce mec-là peut vraiment bénir Greg Young, qui a vraiment poussé et conceptualisé le CQRS, parce que le CQRS Event Sourcing, c'est la vraie première, enfin, de notre point de vue en tout cas, mais du point de vue de beaucoup d'autres personnes aussi, implémentation technique satisfaisante de ce qu'on appelle le domaine driven design. Et c'est pour ça que les deux sont souvent fortement liés, et que si vous lisez ce bouquin et que vous avez vraiment du mal à comprendre de quoi il parle, et bien après vous vous intéressez à CQRS Event Sourcing, et là vous allez voir une façon concrète de mettre en œuvre ce dont quoi il parle, ce de quoi il parle. On va être obligé de s'arrêter, mais on peut continuer à en parler pendant l'apéro avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup en tout cas. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais l'apéro c'est juste au-dessus dans la cafette jusqu'à 21h. C'est des chiffres, non? On a que des chiffres, du coup. Bon. On a que des chiffres, du coup. On a que des chiffres sur l'apéro. Ouais, t'as pas les chiffres. Bah, non, bah, du coup, ça a surveillé. Par contre, à Lick, j'ai piqué des fers. Pour la flotte, c'est ça? Non, c'est pas ça enregistre.